on se retrouve avec Robert Sander pour la chronique culturelle Sortir avec Robert. Robert, bonjour. Bonjour Hélène. Alors, les musées sont fermés, mais c'est le moment de redécouvrir les galeries d'art qui, elles, sont ouvertes. C'est les contradictions du confinement. Les musées fermés, les galeries ouvertes. Alors, voilà. Effectivement, les galeries profitent de cette triste situation de la fermeture des musées. Et on y voit même des queues. Et il faut, devant les galeries, à cause du respect de la jauge. Il ne faut pas être étonné. Parce que vous avez des galeries qui présentent David Hockney, les photos de Jeanne Bloch. On peut trouver du Soulages, on peut trouver des œuvres de Daniel Buren. Donc, ce qui attire les gens. Mais, pour nos auditeurs, sachez également qu'en poussant les portes ici ou là, notamment à côté du musée d'art juif rue du Temple, vous pouvez découvrir des expos à thématique juive. Notamment, presque en face du MAJ, vous avez la librairie Goldman, Marianne Goldman, qui présente des photos revisitées par le grand Christian Boltanski d'une école juive avant 1939. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on retrouve l'esprit du formidable reportage magnifique de Roman Vichniac, où on voyait des Juifs avant la Shoah. Vous avez la même chose, des photos retravaillées par Boltanski, qui lui n'était pas né en 39, puisqu'il est né en 44. Mais c'est une école juive qui est à Berlin. À Berlin en 39. Ouais. Donc c'est un témoignage d'enfants qu'on voit vivants et on craint le pire pour la suite évidemment. Et juste à côté, vous avez la galerie Marianne Goldman qui, elle, présente la dernière exposition après le Grand Palais et le Centre Pompidou de Christian Boltanski, qui s'appelle Après, évidemment en résonance par ce thème qu'on entend trop depuis un an et qu'on espère enfin, le monde d'après. Et juste à côté, vous avez l'événement du moment, le célèbre photographe J.R., dont on avait pu voir sur le Panthéon un de ses travaux où on voyait des yeux, des visages d'inconnus. Rien à voir avec Dallas, j'imagine. Bravo, ça fait pas la première fois qu'on me l'a fait celle-là, Hélène. Et donc on a les photos de JR, donc pour finir sur le Panthéon où il avait mis en avant des inconnus avec l'idée derrière que peut-être ils seront au Panthéon demain. Eh bien, JR vient d'être sollicité comme commissaire d'un concept tout à fait nouveau en France, d'une galerie qui s'appelle Continua, toujours rue du Temple, où alors vous pouvez trouver au même endroit un café, une boutique, ainsi qu'une salle dédiée aux rencontres et aux conférences, dans l'esprit de convivialité. Vous avez bien sûr une place pour les expos, mais vous pouvez trouver des œuvres aussi bien sur les étagères où on trouve habituellement des bouquins, qu'au premier étage, une grande œuvre exposée de J.R. lui-même. Tout ça pour vous inciter à développer votre curiosité pour aller ici ou là, pousser les portes des galeries, il y en a un peu partout dans Paris, pour découvrir les artistes. Alors justement, où se situent ces galeries parisiennes, Robert ? Alors, elles sont essentiellement dans le Marais, comme par exemple la galerie Ramon de Moussion, rue Pastourelle, qui est juste à côté, dans le Haut-Marais de la rue de Poitou, où on peut voir Frida Kahlo. Mais vous pouvez, dans cette galerie, découvrir une magnifique, esthétiquement et sur ce que ça dit, série intitulé Jewish du photographe néerlandais Erwin Olaf. Ça, c'est dans le Marais. L'autre centre des galeries, où par exemple, vous avez carrément la rue de Seine qui est surnommée la rue des Galeries, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Mais par exemple, David Hockney, dont je viens de vous parler... David Hockney, oui, le grand photographe... non, c'est un peintre. Un peintre anglais. Oui. Il est juste à côté de la radio, c'est-à-dire vous faites 10 mètres et à l'angle de l'avenue de Messine et de la rue de Téhéran, vous avez la galerie Le Long. Et donc, si vous voyez du monde tous les jours, c'est pour pouvoir entrer. Et maintenant, la galerie, alors toutes les galeries sont gratuites,
Voilà une vraie info. Parce qu'avant, il fallait payer, Robert? Non, pas du tout, D'accord. mais j'ai oublié de le dire parce que par rapport au musée, si vous voulez, eh ben, la galerie Haute-Mai a un tel succès, celle qui est en bas de la radio et qui n'est ni dans le Marais, ni à Saint-Germain-des-Prés, que maintenant ils proposent aux gens de réserver, comme au musée, sur le site pour ne pas attendre dehors dans le froid. C'est incroyable, hein. Et sinon, d'autres galeries, Robert? Alors, plutôt que je continue, on va appeler une photographe formidable qu'on a déjà reçue à l'antenne pour son travail sur Jérusalem, Chantal Stoman. On va la voir dans quelques instants, Robert. Donc, vous vous promenez dans toutes ces galeries, vous rentrez. Je me suis régalé. Ouais. Franchement, vous rentrez, vous voyez des choses. Ok, il y a beaucoup d'art contemporain auquel on peut être sans explication insensible, mais par moments, vous faites cueillir par des œuvres sublimes et notamment, et c'est vraiment par hasard, je le dis, que je l'ai découverte, c'est l'exposition d'Erwin Olaf dans le Marais, à la galerie Ramon Moussion, une série qui s'appelle Jewish, qui est magnifique, et c'est un bonheur de voir comment on peut retrouver des sujets sensibles à notre communauté, qui sont racontés comme une histoire et en plus esthétiquement plaisantes. Robert, je crois que justement, nous avons Chantal Stoman en ligne. Chantal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, comment se passe l'exposition de votre travail en ces temps difficiles? Je crois que vous avez vécu une très grande déception avec l'annulation de l'exposition Noir et Blanc qui devait se dérouler au Grand Palais, ce qui n'est pas rien. Effectivement, comme pour beaucoup d'artistes, on est confronté à énormément d'annulations, de reports. Alors, l'exposition Noir et Blanc, une esthétique de la photographie, qui devait se tenir au Grand Palais, effectivement, a été reportée 4 fois. Et à chaque fois, on est plus de 200 artistes. On a eu l'espoir que finalement l'exposition puisse s'ouvrir. Et on vient d'apprendre que malheureusement, l'exposition n'ouvrira pas, car le Grand Palais démarre des travaux fin février. Ce qui implique donc que l'exposition qui a été montée doit être démontée. Alors, on a quand même un petit peu de consolation parce que la Bibliothèque nationale de France et la RMN a décidé de réaliser une visite virtuelle où les spectateurs pourront en ligne voir l'exposition telle qu'elle avait été conçue. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec une exposition photo de visu où on peut s'approcher des œuvres, voir la qualité des tirages. Certains sont des tirages vintage, c'est-à-dire qui datent de l'époque à laquelle le photographe les avait faits, pour certaines de plusieurs décennies. Donc ce n'est évidemment pas la même chose, mais disons que c'est un lot de compensation dans ces temps compliqués. Oui, bah écoutez, je le dis, c'est quand même une très bonne nouvelle. Bonjour Chantal, c'est Robert cette fois. Alors, bonjour. Simplement, je crois que pour vous, seuls les artistes ont eu accès à l'exposition parce que parfois les journalistes, mais pour des raisons logistiques, je crois savoir, n'ont pu y accéder. Donc finalement, le seul lot de consolation que vous avez eu, c'est de pouvoir voir avec d'autres artistes vos photos exposées. Je crois que ça a été un moment très particulier. Tout à fait. C'était une émotion d'abord pour moi de partager les Cimaises avec des artistes que j'admire énormément, les grands photographes qui sont l'histoire de la photographie et qui font partie de la merveilleuse collection de la Bibliothèque nationale de France. Donc dans un premier temps, c'était cette émotion-là et l'émotion de retourner au musée, c'est-à-dire de vivre cette visite dans un lieu qui nous est interdit depuis plusieurs mois. Et ça, c'était une émotion extraordinaire. Et puis, c'est vrai que d'être si peu nombreux dans cette exposition, moi, habituellement, je fréquente très régulièrement les musées. J'y vais plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai que j'essaye toujours d'y aller à des moments où il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, rarement le week-end, pour ainsi dire jamais. Et je vais souvent aussi en nocturne et j'ai cette vraie jouissance de découvrir une exposition presque toute seule, qui est un moment très particulier parce qu'on entretient avec les œuvres une relation tout à fait unique. Donc c'est vrai que malheureusement, cette exposition, je ne pourrais pas la partager
avec toutes les autres personnes qui auraient été certainement curieuses de la découvrir, mais j'ai au moins eu ce plaisir de la voir dans des conditions exceptionnelles. Chantal, on est à la radio, donc moi j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre travail, globalement, évidemment, avant d'entrer dans les détails avec Robert. Alors moi, mon travail, ça fait quand même plusieurs années qu'il a un pôle central, c'est la ville. L'idée, c'est de travailler sur le lien très particulier que j'entretiens avec la ville, non pas comme une découverte, on va dire, touristique ou documentaire d'un lieu, mais comme un travail très intime avec la ville. Je dis souvent que les rencontres que je fais avec les villes où je travaille sont comme des rencontres amoureuses. J'aime y créer un lien très particulier et j'aime y vivre en fait. C'est assez rare que je vais dans un lieu où je travaille simplement quelques semaines et j'en repars. J'aime bien cette idée de découvrir et de m'approprier un lieu, un peu comme quand on rentre à la maison, d'avoir ce lien privilégié avec un lieu. Donc c'est la ville, les rapports entre l'homme et la ville, entre l'intimité de l'homme dans la ville, qui nourrit mon travail depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de faire des résidences dans différentes villes du monde. J'ai été en résidence à Rome, où j'ai travaillé en étant résidente à la Villa Médicis, sur la place particulière de l'image catholique dans la foi. J'ai travaillé à Jérusalem sur la place de la pierre dans la ville et qu'est-ce que cette pierre raconte de la ville. Où j'étais pendant plusieurs semaines, où j'ai vraiment étudié le rôle qu'avait la pierre comme une construction sur les traces et les fondations de la ville. Oui, c'est important la pierre de Jérusalem, Robert. On sait que c'est une ville faite. Oui, et donc vous en avez tiré par rapport à toutes ces couches qui ont partagé et qui partagent encore de population la vie à Jérusalem. Vous en avez tiré quoi après cette étude sur la pierre? Alors, ce que j'en ai tiré, c'est que la pierre, on peut la voir sous toutes sortes de formes. C'est vraiment un symbole. Moi, j'ai trouvé que la pierre de Jérusalem, elle unifie la ville. Et c'est un peu ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire comme nos auditeurs, peut-être la pierre de Jérusalem est la même qu'on se trouve à l'est ou à l'ouest. C'est la municipalité de la ville qui a décidé que la pierre serait identique des deux côtés. Et je trouve qu'elle a ce lien de unifier la ville. Bah écoutez, merci de cette remarque. Moi, je me souviens quand vous avez entendu à l'antenne à propos de l'exposition en galerie de votre travail sur Jérusalem. Mais je voulais revenir un instant sur les galeries qui, indépendamment de la crise sanitaire, sont des lieux qui restent en permanence des découvertes artistiques. Je crois que vous êtes assez d'accord sur cette idée, Chantal. Alors effectivement, pendant cette période particulière, si on a vraiment envie et qu'on a vraiment besoin, comme moi, de continuer à se nourrir d'art, sans forcément passer par un écran, parce que je trouve que l'art sur un écran, c'est quand même assez difficile, on peut profiter des galeries. Et on a la chance à Paris d'avoir énormément de galeries qui proposent des expositions de très grande qualité et qui permettent, pendant cette période particulière, de continuer à découvrir des artistes. Surtout, les artistes qui sont exposés dans les galeries sont pas toujours des artistes qui font partie de collections de musées ou qui sont exposés régulièrement dans les musées. Donc ça permet aussi de découvrir de jeunes artistes, de faire de vraies découvertes, d'avoir de vraies émotions. Donc il faut continuer à aller dans les galeries. On a la chance d'avoir eu un très bel événement qui est encore actuellement possible de découvrir, qui est un festival qui s'appelle Photo Days, qui est une virée photographique dans Paris. Il y a énormément de galeries qui participent avec de très très belles expositions. Je peux vous en citer quelques-unes pour voilà, vous avez à la galerie Roger Violet, qui est une galerie qui
qui possède un fonds photographique unique en Europe avec pardon, 6 millions. Qui se situe au cœur de Saint-Germain-des-Prés, justement, Exactement. rue de Seine, rue dont je parlais il y a encore quelques minutes. Voilà, donc c'est une galerie qui a ouvert récemment. La galerie Roger Violet existe depuis fort longtemps, mais la galerie a été refaite et ils ont des documents tout à fait inédits qui couvrent plus de 180 ans d'histoire. Donc voilà, moi je vous recommande d'aller visiter cette galerie. Il y a également une très très belle galerie photo qui s'appelle Camera Obscura, qui se trouve dans le 14e arrondissement, où il y a une magnifique exposition d'un photographe qui s'appelle Bernard Plossu et qui a des tirages tout à fait magnifiques, qui sont des tirages d'un procédé qui s'appelle le procédé Fresson, que je recommande fortement. Et puis il y a Magnum, la galerie de Magnum, la célèbre agence de photographes, qui présente une très belle exposition d'un photographe qui s'appelle Joseph Koudelka, photographe tchèque. Donc voilà, il y a énormément de lieux qui peuvent permettre. Et puis la galerie Sit Down, qui est ma galerie à Paris, qui se trouve dans le Marais et qui présente une exposition d'un photographe anglais qui s'appelle Tom Wood. C'est votre galerie, c'est la vôtre? Enfin, vous voulez dire c'est là où vous Voilà. exposez? C'est là où j'expose, c'est la galerie qui me représente. En ce moment, j'ai pas d'exposition, mais dans les mois qui viennent, j'espère que on pourra annoncer une exposition. Et là, en ce moment, ils ont une exposition qui est particulièrement intéressante pour ceux qui aiment la photographie documentaire et en même temps avec un regard tout à fait particulier donc de ce photographe anglais. Chantal Stoman, je voudrais revenir sur Jérusalem et sur votre avant-dernière exposition en galerie qui traitait ce sujet. Je voulais savoir où est-ce que ça a été exposé et est-ce qu'en Israël, on sait que c'est le pays des galeries et de la photographie, de la peinture, etc. Est-ce que vous êtes représenté là-bas et est-ce que vous aimeriez y être? Alors, je ne suis pas représentée en Israël, j'aimerais beaucoup. Allez, on fait un appel là. Voilà. Je pense que ce serait intéressant parce que j'imagine que dans mon travail, il y a une résonance particulière qui raconte en fait les villes et qui peut tout à fait intéresser un public effectivement en Israël. Moi, j'ai étudié en Israël, donc c'est un pays que je connais bien. Vous avez étudié la photographie? J'ai étudié la photographie en Israël, tout à fait. Dans quelle école? Dans une école qui s'appelle Hadassah Institute à Jérusalem. Oui, absolument. Donc vous avez été formé là-bas avec les couleurs et puis toute l'architecture de la pierre comme vous en aviez parlé? Exactement. Et puis j'ai exposé à l'Institut français de Jérusalem il y a 2 ans le projet justement Jérusalem qui porte le nom de Walking Distance. Car c'était vraiment, d'abord, je pense que Jérusalem, c'est une ville qu'on parcourt à pied, donc il y a cette idée de marche, et de toute manière, je crois que quand on découvre un lieu, c'est important d'être un marcheur, d'être un promeneur, d'avoir le temps de la flânerie. Et puis, j'aimais beaucoup l'idée de passer de l'Est à l'Ouest, et inversement, de l'Ouest à l'Est, car c'est vraiment des distances qui peuvent se parcourir à pied et je voulais absolument pas faire un projet qui soit ni politique ni religieux, mais parlait vraiment de l'origine de la pierre à Jérusalem. Alors Chantal, est-ce que vous avez pu photographier des religions? On sait qu'ils sont très frileux au niveau des photographies, ils ne se laissent pas photographier, ce qui est dommage parce que certains d'entre eux ont des visages que Robert nous parlait de Vichniac, que Vichniac a su prendre. Est-ce que vous êtes quand même arrivé à les surprendre? Alors, mon projet ne voulait pas forcément saisir les visages et les personnes. C'était vraiment sur les lieux que je voulais m'attarder. Ceci étant, oui, j'ai un livre qui a été édité et si vous avez l'occasion de voir le livre, vous verrez que j'ai pu saisir des visages. Effectivement, je pense que le propre aussi de la photographie, ce qu'on appelle la street photographie, la photographie documentaire, mais en même temps documentaire de création, le propre c'est d'être discret. Et moi, j'avoue qu'on me voit très rarement. Les gens ne voient pas que je prends des photos. Donc très souvent, je suis très discrète et en fait, les gens n'imaginent pas une seule seconde que je viens
saisir Les coordonnées du livre, le titre et l'éditeur. Alors, l'éditeur, c'est Bipôle, et ça s'appelle Jérusalem, portrait de ville. Et donc, c'est dans la très jolie collection Portrait de ville qui est éditée par les éditions Bipôle. Ouais. Merci. Alors, pour revenir à Photo Days, parce qu'en fait, le salon Paris Photo a été annulé, donc beaucoup de galeries qui pensaient y être, comme c'est très important, parce que même si les galeries sont ouvertes, elles souffrent énormément de la situation financière pour maintenir leur ouverture. Donc il faut pas se leurrer, elles sont ouvertes, mais comme ce sont des entreprises privées, financièrement c'est très compliqué. Et donc elles ont décidé il y a eu la création de cet événement dont vous avez très clairement parlé, à savoir Photo Days, en remplacement du salon. Et il devait y avoir une exposition d'un autre pays qui vous fascine, à savoir le Japon. C'est Omechita. Il y avait jusqu'à la semaine dernière la possibilité de voir un travail que vous avez réalisé, un film et pas simplement des photos, sur le site de la BNF. Bon, malheureusement pour nos éditeurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est terminé. Parlez-nous de ce projet qu'on espère voir en galerie et pourquoi pas en musée, parce que ce que je voudrais souligner ici, c'est que parfois il y a des expositions en galerie et les uns et les autres, on se dit c'est muséable, ça veut dire qu'elles ont tout à fait leur place dans un musée. Un mot sur Omechita, Chantal. Alors Omechita, c'est un projet qui est à la base un projet photo. J'ai découvert une petite ville au Japon tout à fait particulière que la plupart des gens ne connaissaient pas, y compris les Japonais. C'est une petite ville qui, dans les années 30, abritait 3 cinémas, une petite ville de quelques milliers d'habitants. Et la particularité, bon, déjà 3 cinémas pour une toute petite ville à 2 heures de Tokyo, c'était assez particulier. Mais ces cinémas diffusaient principalement des films occidentaux, américains, européens et quelques-uns japonais. Les gens venaient de tout le Japon pour découvrir ces films qui étaient diffusés dans cette petite ville. Et ça a duré jusqu'à la fin des années 80. Ensuite, les cinémas ont perdu leurs spectateurs puisque la télévision est arrivée et donc les gens ont dit un peu tromper le cinéma avec la télévision puisqu'ils délaissaient les salles obscures et les bâtiments ont même été détruits. Et en fait, devant les frontons de ces cinémas, il y avait des billboards, ce sont des panneaux peints à la main sur lesquels étaient peints les affiches des films. Et le peintre qui avait réalisé tous ces billboards pendant des décennies, donc il y en avait des centaines, les avait conservés dans son atelier. Et à la fin des années 90, la ville qui s'appelle Ome, la ville de Ome, a décidé d'exposer sur les murs de la ville, c'est-à-dire 2 rues, la totalité des affiches, des billboards, donc qui sont des œuvres originales, peintes à la main, de ce peintre sur les murs de la ville. Et moi, je suis arrivée dans ce musée à ciel ouvert, dans cette Cinecittà nippone, pour faire des photos, et j'ai été absolument émerveillée. Et petit à petit, j'ai créé un lien avec les habitants de cette ville et j'ai compris l'histoire incroyable du lien de la relation que les habitants avaient avec le cinéma. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire un film. Alors je reviens juste sur ce que vous disiez, Robert, c'est que le film était effectivement en accès libre sur le site de la BNF jusqu'à hier soir, mais il est toujours visible pour les abonnés de Ciné+, puisque sur le site de Canal+, sur Ciné+, le film est toujours accessible à la demande. Eh ben génial, Chantal, on va s'y précipiter parce qu'on a tous maintenant, depuis le confinement, aussi bien Ciné+, Ciné-, Netflix, etc., voilà. OCS, on s'y perd, Amazon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Radio J. On vous libère, donc au revoir Chantal.
Oui. Pardon, je vous précise juste, pour ceux qui ne peuvent pas voir l'exposition actuellement, ni le film, que le livre Omechita de ce projet, édité aux éditions de l'Œil, présente la totalité des photographies de l'exposition. Merci Chantal. Alors Robert, dans 2 semaines, puisqu'on vous retrouve, vous allez nous parler de ce musée incroyable, de cette salle de spectacle plutôt, Paris en scène, qui propose sur leur site plein de concerts. Donc vous allez nous en parler. Oui, dans alors 15 jours. c'est la scène musicale. La C'est la scène scène qu'il y a. musicale, Comme voilà. elle est fermée comme toutes les salles de concert, elle commence un programme de podcast avec notamment, et on y reviendra dans 15 jours, le chanteur Amir. Eh ben, on écoute tout de suite Amir. C'est la fête. Merci beaucoup Robert. À dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.